Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. L'épargne des Français va-t-elle servir à combler le trou de la sécurité sociale? Les députés ont voté hier une hausse du taux des prélèvements sociaux à 15,5% pour les produits d'épargne. Une mesure qui doit rapporter 600 millions d'euros, dont 440 pour la sécurité sociale. Le Sénat unanime pour prolonger la trêve hivernale jusqu'au 31 mars. L'examen du projet de loi Duflot se poursuit en séance, mais coup dur pour la ministre, l'efficacité de l'encadrement des loyers est remise en cause par le Conseil d'analyse économique. Ouverture du Conseil européen à Bruxelles au programme des dirigeants de l'UE, l'immigration après le drame de Lampedusa et la protection des données suite à la révélation de l'ampleur de l'espionnage américain. Décryptage à suivre dans ce journal. Mais on commence par cette information. Une opération de grande ampleur serait en cours depuis dimanche au Mali, associant la France, les forces armées maliennes et l'ONU. Objectif, éviter la réapparition de mouvements terroristes, indique ce soir le porte-parole de l'état-major des armées françaises. Et on connaît les chiffres du chômage de septembre. Ils étaient attendus après le bug de l'opérateur SFR et ils ne sont pas bons. Le record de 3,29 millions d'inscrits à Pôle emploi est atteint. François Goulin. Le ministre du Travail avait prévenu, les chiffres ne sont pas bons. Le chômage augmente d'1,9% au mois de septembre, avec 60 000 demandeurs d'emploi sans activité en plus. La faute en revient, selon Michel Sapin, au bug SFR du mois dernier, qui avait faussé les chiffres. Les chômeurs oubliés du mois d'août ont donc réintégré les statistiques. Le mois de septembre est réputé difficile pour le niveau de l'emploi. Mais malgré ces mauvais chiffres, le gouvernement veut à tout prix tenir son pari d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin 2013. Les emplois aidés sont un des leviers utilisés pour tenter d'atteindre l'objectif. Plus de 70 000 ont été signés depuis un an. Un moyen qui explique la nouvelle baisse du chômage chez les jeunes, une baisse que l'opposition n'hésite pas à juger artificielle. Assurance vie, PEA ou PEL, rien n'est épargné par le gouvernement. Les députés ont voté une uniformisation par le haut du taux de prélèvements sociaux à 15,5% sur ces produits d'épargne, particulièrement prisés des Français. Une mesure vivement dénoncée par la droite, Sophie Normand. C'est une proposition de réforme qui a du mal à passer. Hier, les députés ont adopté une uniformisation du taux de prélèvements sociaux à 15,5%. Seraient concernés certains contrats d'assurance vie, des plans d'épargne en action et des plans d'épargne logement. Une mesure vivement dénoncée par la droite. C'est à mon avis une très mauvaise décision parce qu'elle mine encore un peu plus la confiance que les épargnants peuvent avoir dans les dispositifs mis en place par l'État. Ceci me semble créer une charge très lourde pour les épargnants en question qui ne l'ont pas prévu. Car cette mesure, si elle était adoptée par le Parlement, serait rétroactive et toucherait l'intégralité des gains constitués depuis 1997. L'opposition dénonce un État spoliateur et injuste. Ça me semble tout à fait anticonstitutionnel. Parce que la rétroactivité, elle n'existe pas dans le droit français. L'État ne tient pas ses engagements. À gauche, on parle de justice fiscale nécessaire au redressement des comptes sociaux. C'est une bonne disposition puisque on taxe sur le revenu, on taxe sur l'ensemble des revenus et que l'épargne aujourd'hui soit aussi taxée, participe à l'effort collectif. Rien d'anormal à cela. Cette réforme devrait rapporter 600 millions d'euros. 450 seraient affectés à la sécurité sociale. La commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale a dévoilé ses propositions pour lutter contre les paradis fiscaux. Elle préconise de s'attaquer à toute la chaîne de responsabilité, depuis les sociétés qui font de la publicité pour des placements frauduleux, jusqu'aux repentis qui devraient être encouragés à investir dans l'économie réelle. Le détail avec Marie Brémaud. 50 auditions, des mois d'investigation pour 34 propositions. Dans le combat titanesque de la lutte contre l'évasion fiscale, le rapporteur de la commission d'enquête dresse un constat quelque peu décourageant. L'opacité demeure, c'est clair. Aujourd'hui, les trusts n'ont pas disparu. Il n'y a toujours pas de registre des trusts. Il y a un registre du commerce en France. On pourrait imaginer qu'il y ait un registre des trusts au niveau international. On pourrait imaginer aussi, c'est une des propositions, qu'il y ait un fichier des comptes bancaires au niveau européen.
Il faut tous les outils de la transparence et aujourd'hui, à l'évidence, la transparence n'est pas au rendez-vous. Quand on voit la présence très nombreuse des filiales des banques françaises dans les paradis fiscaux dans le monde, il y a lieu de s'interroger sur l'activité économique réelle qu'on y exerce. Les sénateurs avancent donc 34 propositions. Pas d'annonce choc, mais quelques mesures concrètes, comme la protection des lanceurs d'alerte, notamment au sein des banques, ou encore la création d'un délit spécifique d'incitation à la fraude fiscale. Mais que va-t-il advenir de ce travail d'investigation et de ces propositions? C'est toute la question. Ça peut être une proposition de loi, il y a des propositions concrètes formées dans le rapport. Transformons ça en loi et que ça devienne le droit et que l'État reprenne sa place et que le politique reprenne le pouvoir. Voilà, c'est ça le cheminement. Un cheminement encore bien long. Il faudrait 25 années pour régulariser l'ensemble des dossiers concernant l'évasion fiscale. Et nous avons posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Le gouvernement a-t-il les moyens d'empêcher l'exil fiscal? Ils ont répondu oui à 30%, non à 66% sur 173 votants. Un club de football est-il une entreprise comme une autre? Pour Matignon, la réponse est oui. L'exécutif entend maintenir sa taxe à 75% sur les plus hautes rémunérations. Colère des clubs français qui ont décidé de se mettre en grève fin novembre, histoire de peser sur les négociations avant leur rencontre avec François Hollande le 31 octobre. Pour parler de cette grève des footballeurs français, nous accueillons sur ce plateau Arnaud Flancard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur du pôle sport du think tank Terra Nova. Est-ce que vous êtes surpris par cette annonce de grève? Oui, c'est complètement surprenant que les clubs de football et leurs joueurs de foot, qui sont parmi les plus privilégiés, les 0,01% les plus privilégiés du pays, annoncent une grève pour ne pas s'acquitter d'un effort national. Oui, c'est complètement hallucinant. C'est choquant? C'est complètement choquant. C'est pas du tout entendable par les Français. On l'a vu encore, les chiffres du chômage de ce mois-ci sont mauvais. Le salaire moyen des Français est de 2 000 € par mois. Les salaires moyens des joueurs de foot est de 50 000 € par mois. Les Français ne peuvent pas comprendre que les clubs de foot décident de se mettre en grève pour ne pas participer à l'effort national de redressement. Alors un des arguments avancés pourtant par les clubs de football, c'est que cette taxe à 75% sur les hauts revenus aura un effet désastreux sur la compétitivité du football français. Est-ce que c'est un argument recevable selon vous? Pas du tout. Entre 2008 et 2012, on avait le bouclier fiscal. On n'a pas remarqué une plus grande compétitivité du football français. Et si le football français aujourd'hui souffre de compétitivité dans une situation économique difficile, c'est avant tout en raison des transferts faramineux qui sont réalisés et de la masse salariale qui déséquilibre complètement l'économie des clubs de football. Alors il y a également ce que redoutent les clubs français, c'est-à-dire d'être moins attractifs, que les joueurs étrangers finalement ne viennent plus jouer en France. Pas du tout, parce que le système fiscal français aujourd'hui n'est pas plus défavorable que les autres systèmes européens pour les clubs de foot. C'est 55% en moyenne au niveau européen et la France se situe dans cette moyenne. Donc les clubs de foot français ne vont pas être désarçonnés pour capter les meilleurs joueurs. Et puis il faut espérer surtout que les joueurs de foot choisissent un club en fonction du projet sportif plutôt qu'en fonction d'un taux marginal d'imposition. Dans une tribune dans le journal Le Monde, vous disiez bien que cette taxe va peut-être créer un électrochoc. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce qu'on veut dire, c'est que le système footballistique français, du point de vue économique, est fragile. Il y a plus de 100 millions de déficit l'année précédente. Mais ce déficit est dû avant tout au comportement des clubs de foot qui font des transferts de plusieurs dizaines de millions d'euros, donnent des salaires également de millions, voire plus de 10 millions d'euros pour Zlatan Ibrahimovic. Et ce système fait que les clubs de foot vivent de manière complètement déséquilibrée. Leurs recettes courantes sont inférieures aux dépenses courantes et donc forcément au bout d'un moment on est en déficit et ce système n'est pas durable sur le long terme. Il faut savoir que par exemple le PSG sur ces 10 dernières années avait un déficit de 25%. Moi je ne connais pas une seule entreprise en France qui peut se permettre d'avoir un déficit de 25% par an pendant 10 ans. Donc le vrai problème c'est le déficit des clubs. Les dirigeants des clubs de football français ont rendez-vous la semaine prochaine avec le président de la République. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut trouver un compromis pour sortir de cette crise? Il y a déjà des mesures qui ont été annoncées. La ministre Valérie Fourniron a annoncé qu'il y aurait un plafonnement de cette taxe en fonction soit du chiffre d'affaires, soit de la masse salariale globale des clubs. Donc il y a des aménagements qui sont proposés. Après, il faut espérer que le gouvernement tiendra bon face à la pression des plus favorisés.
Merci beaucoup Arnaud Flancard d'avoir été notre invité. On l'a compris, vous espérez bien que les footballeurs vont jouer collectif. Nouvelle conséquence de l'affaire Leonarda, les sénateurs UMP, à l'initiative de leur président Jean-Claude Gaudin, créent un groupe de travail sur le droit d'asile et l'immigration. Il sera animé par François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, et Christophe-André Frassa, sénateur UMP des Français de l'étranger. Et alors qu'Henri Guénaud, député UMP des Yvelines et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, demande un référendum sur le droit du sol que Jean-François Copé entend réformer, gros plan dans cette édition sur la situation de Mayotte, le 101e département français. Ce département doit faire face à un nombre croissant de naissances d'enfants de parents étrangers. Cécile Sixou. Changer les règles pour devenir français lorsque l'on est à Mayotte, l'idée n'est pas nouvelle. En citant l'exemple de ce département français d'outre-mer isolé au milieu de l'océan Indien, pour réformer le droit du sol, Jean-François Copé ressort des cartons une idée maintes fois évoquée par son parti. Les secrétaires d'État à l'outre-mer François Baroin en 2005 et Christian Estrosi en 2008 ou encore Éric Besson en 2010, tous ont fait des propositions pour faire de cette île une exception au droit français. Un moyen selon eux de freiner l'immigration clandestine. Les Comoriens voisins viendraient en masse y faire naître leurs enfants pour qu'ils soient français. Finalement, aucun de ces projets n'ont abouti. Il est certain que une telle réforme serait censurée par le Conseil constitutionnel. C'est contraire à la Constitution. La nationalité est un droit qui est unique, qui ne se différencie pas selon les territoires. Le droit de la nationalité est le même en Corse, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Paris. Aujourd'hui, département français de plein droit, Mayotte révèle bien les limites de la volonté de réformer l'un des principes fondateurs du pays. Jean-Marc Ayrault se rendra en novembre à Marseille pour annoncer un certain nombre de mesures d'urgence et pas seulement en matière de sécurité et de justice. Ce sera aussi l'occasion pour le Premier ministre de présenter les grandes lignes de son projet pour la métropole, mais aussi de rencontrer Samia Ghali, candidate malheureuse des primaires PS à Marseille. Ouverture du sommet européen à Bruxelles sur fond d'espionnage américain. Déclaration d'Angela Merkel dès l'ouverture, l'espionnage entre amis, ça ne va pas du tout. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Nora Madi. Bonsoir Nora. Bonsoir, vous êtes notre journaliste spécialiste des questions européennes. Alors on vient de le voir, eh bien c'est un sommet sous surveillance qui s'ouvre ce soir. Exactement. Le sommet des dirigeants européens devait initialement traiter des questions numériques. Un sommet de routine finalement en somme, mais les révélations du journal Le Monde, donc en début de semaine, sur l'espionnage de la NSA, a mis la question de la protection des données sur la table des 28. Ce jeudi, la presse allemande notamment découvre que le téléphone personnel d'Angela Merkel, la chancelière, a été mis sur écoute. Donc le Conseil et notamment le couple franco-allemand va devoir ce soir répondre fermement aux États-Unis sur ce dossier. Angela Merkel et François Hollande se sont rencontrés avant l'ouverture du Conseil. À la clé, la suspension ou non des négociations sur le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, qui a été démarré au printemps dernier. Une suspension voulue par bon nombre de députés, mais de tous bords, mais qui n'a que peu de chances d'aboutir, malheureusement. Et autre gros morceau de ce sommet, eh bien, la politique d'immigration après le drame de Lampedusa. Effectivement, ça c'est au programme pour demain matin. Comme d'habitude, après chaque vague de morts en Méditerranée, le Conseil européen porte cette question à l'ordre du jour. Et 3 semaines, jour pour jour, après le drame de Lampedusa qui a fait plusieurs centaines de morts, les pays du Sud demandent plus de solidarité, une fois de plus, à leurs voisins du Nord. Jusqu'à présent, c'est au premier pays d'arrivée des immigrants de prendre en charge la demande d'asile. Mais le règlement ne veut pas être changé par la majeure partie des 28. Soyons clairs, tout le monde, chacun ses dossiers. Autre revendication, un renforcement donc de l'agence Frontex qui surveille les frontières extérieures de l'Europe. Mais très mauvais signal, l'agence a vu son budget diminuer de 118 millions d'euros à 85 pour cause de restrictions budgétaires. Donc une fois de plus, il ne faudra pas s'attendre à des bouleversements fondamentaux lors de ce sommet européen. Les dirigeants européens refusent de surcroît d'ouvrir l'épineuse question de l'immigration à quelques mois en fait des élections européennes où on s'attend à une large victoire, enfin du moins à ce que les partis eurosceptiques et d'extrême droite soient en tête du scrutin. Donc malheureusement, Delphine, on peut s'attendre à d'autres drames à Lampedusa. Merci beaucoup Nora pour vos explications. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Unanimité
Majorité au Sénat cet après-midi pour voter la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 mars. Ce matin, le Sénat a donné son feu vert à la garantie universelle des loyers, l'un des points forts de la loi Duflot. Objectif, indemniser les propriétaires en cas d'impayés de loyer. Mais cette mesure pourra-t-elle s'appliquer? Voyez ce reportage de Jérôme Rabier. Il est allé à la rencontre d'un propriétaire dans le Val-de-Marne dont les locataires ne payent plus. Mourad Ghazli est un homme en colère. Propriétaire de nombreux biens immobiliers, il a été confronté à de nombreux impayés de loyer dans sa résidence située à Limay-Brevanne dans le Val-de-Marne. Dernièrement, j'ai eu 4 expulsions. J'ai dû me batailler avec le préfet pour qu'il expulse. Il y a des gens qui, ça faisait 2 ans qu'on attendait qu'ils soient expulsés, avec une dette locative de plus de 35 000 €. Pour certains de ces logements, il avait souscrit une garantie des risques locatifs, lui assurant le paiement des loyers par un assureur. Mais c'est les délais d'expulsion qui posent pour lui problème. On demande donc au préfet le concours de la force publique. Lorsque le préfet ne respecte pas ces délais, il doit indemniser à hauteur du loyer. C'est qu'il me doit de l'argent depuis 10 mois et me dit j'ai pas d'argent. Il me dit l'État, je n'ai pas d'argent. La garantie universelle des loyers ne réglerait rien selon lui et pourrait même inciter d'autres locataires à ne pas payer. Ce n'est pas le rôle de l'État de se substituer au marché privé. Et sa responsabilité est engagée sur quoi? Sur essayer dans les plus brefs délais de déterminer si c'est un cas d'une personne qui est en difficulté et d'y répondre par rapport aux aides sociales. Et si c'est un tricheur, comme tous les gens que j'ai eu et que j'ai pu faire expulser, puisque le tribunal a considéré qu'ils étaient de mauvaise foi, il faut rapidement les mettre dehors. Et ça coûterait 0 centime ni aux propriétaires, ni aux locataires et 0 à l'État. Circonstance aggravante, en laissant les mauvais payeurs dans l'appartement, l'État a favorisé selon lui la dégradation de ses biens puisque les gens savaient qu'ils allaient être expulsés. Voilà, santé, ça fait 2 mois que les locataires sont partis et on sent encore cette odeur forte. La rénovation engagée lui coûte 15 à 20 000 € par appartement et ce entièrement à sa charge sans possibilité de louer pendant les travaux. La garantie universelle des loyers n'aurait pour cela rien changé. De quoi en faire un propriétaire excédé qui envisage désormais de tout revendre et de partir à l'étranger. Et nous ouvrons le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Jean-Jacques Mirassou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur PS de la Haute-Garonne. Et Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Jacques Mirassou, on vient de le voir. Dans ce reportage, les propriétaires victimes de locataires indélicats ont du mal à se faire rembourser leurs impayés avec la GUL, la garantie universelle des loyers, qui a été votée ce matin par le Sénat. Qu'est-ce que ça va changer ? Mais ça va rétablir vraisemblablement des relations de confiance entre les locataires et les propriétaires. En même temps, trouver aussi dans le prolongement des problèmes qui peuvent exister, des solutions sur le plan social, puisque les gens qui seront assujettis, comme on dit, à un accident de vie, pourront trouver à être épaulés pour pouvoir sortir des mauvais pas. Mais ce n'est pas la seule mesure que nous avons votée. Il en reste encore beaucoup à voter, puisque sur un texte qui doit faire 600 pages, nous sommes arrivés à peine à 200 ou 250 pages. On va venir sur les autres mesures, si vous le voulez bien. Philippe Dallier, sur cette garantie universelle des loyers, protéger à la fois le propriétaire et le locataire. Jean-Jacques Mirassou vient de le dire, en cas d'accident de la vie, de baisse de revenus, de maladie, de séparation, de chômage, l'objectif est plutôt noble. Oui, mais il faut se souvenir que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Et je crains effectivement que ce dispositif, dont on ne sait pas vraiment exactement ce qu'il sera et comment il sera financé, parce qu'effectivement, on a terminé l'examen de ces dispositions dans la journée, on ne sait toujours pas comment sera financé le dispositif. On pensait que ça serait moitié les locataires, moitié les propriétaires. La ministre nous disait que peut-être pas. On a même essayé d'inscrire dans la loi que les collectivités locales pourraient financer l'agence qui va s'occuper de ce dispositif. Il y a un flot extraordinaire. Certains estiment que ça coûtera 250 millions d'euros par an. Certains vont jusqu'à plus d'1 milliard d'euros par an. On va mettre à contribution tous les propriétaires du parc privé et tous les locataires, alors que les mauvais payeurs ne sont qu'une très petite minorité. Donc vous voyez, c'est une mesure qui est très controversée. Effectivement, les objectifs affichés sont pleins de bonnes intentions. Mais au bout du compte, on a
assez peur que tout cela ne finisse par décourager les investisseurs de se tourner vers le marché de l'immobilier. Or, on a besoin d'eux parce qu'il faut construire des logements dans ce pays. Jean-Jacques Mirassou, le Sénat a également voté la création d'un groupe de travail. Que pouvez-vous répondre aux inquiétudes de Philippe Dallier ce soir? Je pourrais d'abord répondre à M. Dallier que la solution n'est pas facile à trouver. Du reste, si elle était facile à trouver, ses amis politiques l'auraient récemment trouvée dans les 10 ans qui ont précédé. Donc ça veut dire que quand la ministre parle de coproduction, c'est-à-dire trouver les moyens objectifs de travailler avec le Parlement pour arriver à faire fonctionner l'intelligence collective, j'ai la faiblesse de penser qu'à travers le groupe de travail qui a été ici ce matin, on pourra trouver quelque chose d'acceptable pour peu que la mauvaise foi ne prévale pas, les intérêts politiques avec un P minuscule ne prévalent pas non plus, et qu'on puisse arriver à dégager une solution qui soit acceptable pour tous. Ce que je peux concéder effectivement à mon collègue Dallier, c'est que la situation n'est pas facile. Pour autant, quand elle est patente, elle est dénoncée par tout le monde ou elle est constatée par tout le monde, il y a une obligation dans un pays qui revendique comme étant être la 5e puissance mondiale d'arriver à résoudre ce problème-là. C'est une obligation et c'est pas un hasard du reste si sur ce dossier, à la fois la ministre concernée mais le président de la République en a fait une cause nationale. Dans ce groupe de travail, ça veut dire quand même peut-être que le gouvernement ne va pas assez loin si les parlementaires demandent un groupe de travail sur l'application de la GUL. La ministre n'a pas affiché des certitudes absolues. Elle s'en garde bien. Et la meilleure preuve, c'est que le groupe de travail sera constitué de l'émanation de chacun des groupes qui participent d'une manière très positive à ce débat, avec des clivages forts. Bon, M. Dallier refuse la perspective d'une mutualisation en quelque sorte du risque. Nous, on participe d'une dynamique qui consiste à dire que quand un problème engage véritablement la société et que l'intérêt général est en jeu, ça vaut le coup que la puissance publique, un, s'en mêle, et deux, que ça concerne le plus grand nombre. Philippe Dallier, votre collègue Elisabeth Lamure, en séance ce matin, a salué la constitution de ce groupe de travail, donc vous allez y participer. Mais pourquoi pas? Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on annonce aux téléspectateurs que la garantie universelle des loyers est maintenant adoptée par le Sénat. Elle l'a été par l'Assemblée nationale. Et pour autant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on nous renvoie à un groupe de travail, on nous renvoie à la loi de finances pour savoir qui va alimenter le fonds qui va permettre effectivement d'indemniser dans certaines conditions les propriétaires. C'est quand même une situation assez surprenante. Il n'y a pas beaucoup de textes aussi emblématiques sur des sujets aussi importants où une fois la loi votée, on nous renvoie à des groupes de travail pour en savoir plus. C'est quand même étonnant. Ceci étant dit, attendez, je termine. Oui, je vais terminer quand même parce que M. Mirassou disait qu'on n'avait rien fait depuis 10 ans. Ça n'est pas exact. On avait créé des dispositifs d'assurance privée. Il y avait 2 dispositifs. Certes, ils ne fonctionnaient pas très bien, mais on aurait pu choisir de les améliorer. Or, que choisit le gouvernement? De créer une agence publique, et donc il y aura forcément des dépenses de fonctionnement, des gens à recruter, etc. On va alimenter les caisses de cette agence publique en faisant payer tous les propriétaires et tous les locataires du parc privé pour effectivement traiter le cas de quelques pourcents parmi les locataires qui effectivement sont en impayés de loyer. Donc si vous voulez, c'est une histoire aussi de philosophie. Est-ce qu'on s'appuie sur le secteur privé ou est-ce qu'on s'appuie systématiquement sur le secteur public? C'est l'option qui a été choisie. On vote la loi et par-dessus le marché, on ne sait pas comment ça va fonctionner. À ceci près que nous en sommes au moment où nous parlons au vote du principe de création de la GUL et que nous sommes, mon cher collègue, qu'au début du commencement, ce qui nous concerne la première lecture. Et quand je vous parlais tout à l'heure de mutualisation de l'intelligence, je crois que quand ce débat aura été mené jusqu'au bout, d'une part au Sénat, puis ensuite à nouveau à l'Assemblée nationale pour revenir au Sénat, on aura fait un chemin qui nous permettra d'avancer dans la bonne direction. Jacques Mirassou, avouez quand même qu'il y a un certain flou autour de ce texte. On a parlé de la GUL, mais il y a une autre mesure phare de ce projet de loi qui concerne l'encadrement des loyers. Eh bien, ce matin, dans le journal Les Échos, on a appris que le Conseil d'analyse économique, finalement, désavoué en quelque sorte la ministre Cécile Duflot, le Conseil économique estime que l'encadrement des loyers devra d'abord être expérimenté avant d'être généralisé. Il remet en cause l'efficacité de cette mesure. Je réponds d'abord sur la vocation d'un groupe de travail, fut-il Conseil économique, voire Cour des comptes. Ces organismes qui sont équipés avec des gens très très pertinents n'ont décidément pas encore compris qu'entre eux et le reste du monde, en tout cas le reste des Françaises et des Français, il y a ce qu'on appelle le Parlement. Et la vocation qui est la nôtre, justement, c'est de remettre en perspective quelque chose qui souvent procède d'une expertise purement comptable dans le cadre que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire en adéquation avec les besoins de la population. Donc c'est pas un coup dur pour la ministre, pour vous?
Philippe Dallier. Enfin, je trouve que de comparer la Cour des comptes au Conseil d'analyse économique, c'est vraiment très osé. Le Conseil d'analyse économique, ce sont des universitaires qui sont réunis, qui sont attachés au service du Premier ministre, puisque c'est le Premier ministre qui préside le Conseil d'analyse économique, et effectivement, ils font des propositions. Je ne suis pas un très grand défenseur du Conseil d'analyse économique, puisqu'il y a quelques semaines, ils avaient fait une brillante proposition qui consistait à imaginer de taxer les propriétaires avec un droit d'usage de leur propre logement une fois qu'il aurait été amorti, ce qui me paraissait une idée surréaliste. Ouais, mais ceci étant dit... Vous étiez monté au créneau sur ce sujet. Voilà, j'étais monté au créneau sur le sujet. Ceci étant dit, ils ne sont pas les seuls à avoir pointé le risque de cet encadrement du loyer, parce que là aussi, on est dans les bons sentiments et les grandes intentions. Le texte qui a été proposé par le gouvernement a été modifié par l'Assemblée nationale de manière assez importante. Et c'est quand même assez étonnant, parce que dès qu'il est sorti le texte du gouvernement, les critiques ont plu, et notamment parce que il paraissait à peu près évident que le risque était que les loyers les plus élevés à Paris, par exemple, mais j'allais dire payés par les familles les plus aisées, allaient peut-être baisser, alors que les loyers les plus modestes, payés par les gens les plus modestes, risquaient d'augmenter. Et donc c'est l'Assemblée nationale qui a commencé à modifier le dispositif, mais même modifié, arrivé au Sénat, ce texte est encore critiqué parce que nous n'avons pas de simulation. Et on risque de figer les choses d'ailleurs à un niveau relativement haut et sans les bénéfices attendus par la ministre. Donc là aussi on est dans le flou et c'est quand même étonnant sur ces deux mesures les plus emblématiques, l'encadrement des loyers et la garantie universelle, on soit dans le flou le plus absolu. Monsieur Dallier, c'est que vous persistiez, j'ai failli dire vous vous obstiniez à invoquer la politique du pire. C'est-à-dire que dans l'hypothèse... Mais si, vous essayez de démontrer à toute force depuis hier soir que ça ne marchera pas. Et ce faisant, vous êtes en contradiction avec le diagnostic que nous partageons. Alors, bien entendu, vous allez me dire, puisque j'ai eu l'occasion hier d'évoquer dans l'hémicycle votre manque de propositions, vous avez ce matin émis avec votre collègue... Le Noir, un certain nombre de propositions. Il y a eu confrontation, et au bout du bout, c'est la démocratie qui a tranché, et effectivement, la majorité a donné son point de vue. Mais le fait de créer le principe, d'injecter dans cette problématique-là un loyer médian, ne me paraît pas une absurdité, bien au contraire. La différence qu'il y a entre vous et moi, monsieur Dallier, c'est que vous vous en remettez systématiquement au marché. Quand il y a une aide à avoir, c'est une aide du privé, y compris sur le plan logistique. Et nous avons la faiblesse de penser, quand un dossier engage véritablement l'intérêt général, la puissance publique a le droit de s'en mêler. Je voudrais juste vous faire réagir, on va un petit peu sortir du projet de loi logement de Cécile Duflot sur ce qui a été voté à l'Assemblée nationale hier par les députés, à savoir le relèvement du taux des prélèvements sociaux sur les produits d'épargne à 15,5. On apprend bien que votre collègue sénateur UMP de Paris, Pierre Charon, va saisir le Conseil constitutionnel, Philippe Dallier notamment, sur la mesure qui concerne la rétroactivité. Votre réaction? Écoutez, en matière fiscale, la rétroactivité n'est pas une première, donc on verra ce que dit le Conseil constitutionnel. Ceci étant dit, on nous parlait de pause fiscale, on est plutôt dans l'apothéose fiscale. C'est-à-dire qu'il y a un décalage incroyable entre les annonces de ce gouvernement et la réalité du Parlement. Voilà, donc moi je pense que le Parti socialiste et le gouvernement prennent un risque énorme parce que c'est décrédibiliser la parole publique. C'est-à-dire que les Français nous reprochent assez aux politiques en général, effectivement, de ne pas tenir nos engagements, mais quand à si peu de distance, en quelques semaines, on entend Pierre Moscovici nous dire le ras-le-bol fiscal, on a bien compris, et que quelques semaines plus tard, à l'Assemblée nationale, on vient avec une mesure comme celle-là, qui va d'ailleurs toucher les plans épargne-logement. C'est incroyable, on est en train de discuter de la crise du logement et des moyens qu'ont les Français pour devenir propriétaires. On va aller taxer les plans d'épargne-logement en remontant sur plusieurs années. C'est complètement incohérent. La réaction de Jean-Jacques Mirassou. Vous êtes d'accord avec vos collègues députés? Ils ont bien fait de voter cette mesure? À chaque jour suffit sa peine. Nous, actuellement, on est sur des débat sur le logement. Mais si je voulais m'en sortir avec un peu de facilité, j'évoquerai une fois de plus l'héritage tel que nous l'avons trouvé, y compris dans le champ de l'assurance sociale, où j'ai la faiblesse de me rappeler, cher monsieur Dallier, qu'à l'époque où la gauche a quitté le pouvoir, les comptes de la sécurité sociale étaient nickel. Nickel. Oui, ils étaient équilibrés. Ils étaient partiels. Mais est-ce que vous allez revenir sur cette mesure quand le budget de la sécurité sociale va venir au Sénat? Je ne peux pas vous le dire au moment où je parle. D'accord, très bien. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir été les invités de 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée à tous.